Après sa sortie de prison, une femme âgée, sans domicile fixe, est retournée dans une station-service abandonnée que tous les habitants de la ville jugeaient sans valeur. Elle avait passé 30 ans derrière les barreaux pour un crime qu'elle n'avait pas commis. À son retour, il ne restait plus qu'un bâtiment délabré, des pompes rouillées et un téléphone hors service depuis des décennies. Le bus Greyhound arriva dans le comté de Dalton à 6h47, au moment même où le soleil commençait à teinter le ciel de rose. Vera Mitchell fut la seule passagère à descendre. Elle se tenait sur le trottoir fissuré, ses seules affaires dans un sac plastique provenant de l'établissement correctionnel de l'État. Des vêtements de rechange, un peigne, 43 $ en liquide et une simple clé accrochée à une ficelle, lisse à force d'être manipulée pendant 30 ans. La conductrice la fixa longuement avant de refermer les portes. Elle avait vu ce regard d'innombrables fois au cours des 30 dernières années. Ce regard que l'on vous lance quand on essaie de deviner ce que vous avez fait. Ce regard qui en dit long. Vera avait 64 ans. Ses cheveux étaient devenus complètement gris en prison alors qu'ils étaient noirs comme du café à son arrivée. Ses mains, jadis douces, à force de manipuler les lotions sur le comptoir du magasin familial, étaient désormais rugueuses et gercées après des années de travail dans une blanchisserie industrielle. Mais ses yeux étaient les mêmes. Gris-vert comme l'étang derrière la maison de sa grand-mère, clairs, fixes et patients. Une patience qu'elle avait apprise en prison. Elle n'avait pas le choix. La ville de Millbrook avait peu changé en 30 ans, et c'était à la fois un soulagement et une cruauté. La quincaillerie se dressait toujours à l'angle des rues Main et Oak, même si l'enseigne était délavée et que le propriétaire avait sans doute changé. Le restaurant d'en face avait toujours le même auvent rouge, un peu plus défraîchi, un peu plus fatigué. Le clocher de l'église dominait toujours les arbres au bout de la rue, et quelque part au-delà, les cloches du matin commencèrent à sonner. Vera marcha. Elle savait exactement où elle allait. Elle en rêvait chaque nuit depuis 30 ans. Parfois, le rêve était doux. Elle franchissait la porte et tout était exactement comme elle l'avait laissé. Le comptoir en bois lustré à la perfection, les bocaux de bonbons alignés, la voix de son père qui l'appelait depuis l'arrière-boutique, sa mère qui fredonnait en remplissant les étagères. Mais la plupart des nuits, le rêve était différent. La plupart des nuits, elle arrivait et trouvait l'endroit réduit en cendres, ou rasé, ou tout simplement disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Comme si elle l'avait imaginé avant le procès. Il lui fallut 22 minutes pour marcher de la gare routière jusqu'à la sortie de la ville, là où la route départementale 7 bifurquait vers le lac. Ses pieds connaissaient le chemin, même si ses pensées vagabondaient. Elle passa devant la vieille école primaire, elle longea le cimetière où ses parents reposaient côte à côte. Elle passa devant la ferme des Hendricks, où les pommiers poussaient grands et sauvages, sans que personne ne s'en occupe. Et puis, enfin, elle la vit, l'épicerie et la station-service des Mitchell. Vera s'arrêta. Sa gorge se serra et ses yeux s'embuèrent de larmes, mais elle ne pleura pas. Elle avait cessé de pleurer vers l'âge de 8 ans. À quoi bon? Les larmes ne changeaient rien. Elles ne ramenaient pas les morts, ne libérait pas les innocents et n'adoucissait pas la vérité. La station-service ressemblait trait pour trait à celle de ses pires cauchemars. Les 2 pompes à essence devant le magasin étaient des sculptures de rouille et de décrépitude, leurs tuyaux craquelaient et pendants comme des serpents morts. Les vitres étaient tellement encrassées qu'on ne voyait rien à travers. L'enseigne en bois, sculptée à la main par son père, celle où l'on pouvait lire « Mitchells » en lettres gravées au fer à souder dans le chêne, était accrochée de travers, une chaînette cassée, et se balançait doucement dans la brise matinale. Les mauvaises herbes avaient poussé à travers chaque fissure de l'asphalte. La dalle de béton où les clients se garaient autrefois était maintenant envahie par la végétation, les pissenlits et l'ambroisie occupant l'espace qui était jadis balayé chaque matin avant l'aube. Le toit s'affaissait au milieu,
La peinture, jadis d'un rouge vif que sa mère avait choisi car, disait-elle, elle lui rappelait un cardinal, avait viré à un brun rouille, s'écaillant en longues bandes qui s'enroulaient comme du vieux cuir. On aurait dit un cadavre, quelque chose mort depuis longtemps et laissé à pourrir sur place. Vera s'en approcha malgré tout. La clé fonctionnait encore. Elle redoutait ce moment. 30 ans, c'était long. Les serrures rouillées, le bois gonflé, tout changeait. Mais lorsqu'elle inséra la clé dans le verrou de la porte d'entrée, le même que son père avait installé en 1962, elle tourna avec un léger clic, comme si elle l'attendait. La porte était bloquée, gonflée par des années de pluie et de négligence. Vera appuya son épaule contre elle, sentant la douleur lui transpercer les os, et poussa. Elle céda avec un gémissement qui semblait venir du bâtiment lui-même, libérant une bouffée d'air vicié mêlée à une odeur de poussière, de moisie et d'autres choses. Une odeur plus ancienne, comme un écho d'huile de moteur, de bonbons bon marché et de café frais. Elle entra. La lumière du matin filtrait difficilement à travers les vitres crasseuses, baignant tout d'un gris terne. Vera resta sur le seuil, laissant ses yeux s'habituer à l'obscurité. Elle laissa les souvenirs la submerger comme une vague qu'elle avait retenue pendant des décennies. Le comptoir était toujours là, recouvert d'une poussière si épaisse qu'elle ressemblait à un tissu gris, mais toujours là. La vieille caisse enregistreuse, un lourd engin en laiton ayant appartenu à son grand-père, se trouvait exactement à l'endroit où elle l'avait laissé ce matin-là, lorsque la police était arrivée. Elle distinguait encore les contours des bocaux de bonbons alignés sous une couche de saleté. Le réfrigérateur, au fond, était hors service depuis longtemps. Ses portes vitrées étaient embuées et sombres. Les étagères qui avaient jadis contenu du pain, des conserves et des produits ménagers étaient maintenant vides, ne laissant apparaître que des planches de bois nues couvertes de toiles d'araignée. Quelque chose avait fait son nid dans le coin le plus éloigné. Elle aperçut un tas de papiers et de tissus déchiquetés. Mais quoi que ce soit, c'était parti depuis longtemps. Et là, sur le mur derrière le comptoir, exactement à sa place habituelle, trônait un téléphone. C'était un vieux téléphone à cadran rotatif, vert avocat, fixé au mur avec un cordon tordu qui pendait comme un point d'interrogation. Sa mère l'avait commandé sur le catalogue Sears en 1971, car elle en avait vu un similaire dans un magazine et l'avait trouvé moderne. Vera s'en approcha lentement, ses pas laissant des traces dans l'épaisse poussière qui recouvrait le sol. Elle tendit la main et toucha le combiné, y laissant une marque nette. La ligne téléphonique avait été coupée 30 ans plus tôt, comme l'électricité, l'eau et tout le reste. Elle savait qu'elle n'était pas folle, malgré ce que certains pouvaient penser d'une femme ayant passé 3 décennies en prison. Mais elle savait aussi autre chose, quelque chose qu'elle n'avait jamais confié à personne, quelque chose qui la soutenait durant toutes ces nuits interminables dans sa cellule, chaque humiliation, chaque instant de désespoir. Elle savait que le téléphone allait sonner à nouveau. « Bon sang !» lança une voix derrière elle. Vera se retourna lentement, le cœur battant la chamade, une main instinctivement crispée sur sa poitrine. Un homme se tenait dans l'embrasure de la porte, sa silhouette se détachant sur la lumière du matin. Il était âgé, peut-être même plus qu'elle, sa casquette rejetée en arrière et sa salopette visiblement usée. Son visage était buriné et marqué par les rides, mais ses yeux étaient vifs et curieux. « Vernon !» dit Vera, à peine convaincue. « Vera Mitchell !» Il secoua lentement la tête en entrant dans le magasin. « J'ai entendu dire qu'il vous avait libéré. Je n'y croyais pas avant de vous voir. » Vernon Dockery. Il avait été le meilleur ami de son père de son vivant. Il avait appris à Vera à changer un pneu quand elle avait 12 ans, à vérifier le niveau d'huile, à faire le plein sans en renverser. Il avait aussi assisté à son procès, l'une des rares personnes venues la soutenir, même si cela n'avait servi à rien. « On dirait que tu as vu un fantôme »,
dit Vernon. Peut-être bien. Vera regarda autour d'elle le magasin en ruine. Peut-être que c'est moi, le fantôme. Vernon s'approcha, ses bottes crissant sur les débris accumulés au fil des ans. Du verre brisé, des feuilles mortes, des choses qu'elle préférait ne pas identifier. Il s'arrêta à quelques pas d'elle et l'observa attentivement. « Tu as vieilli ?» dit-il enfin. « Toi aussi. »« C'est vrai. » Il esquissa un sourire. « Tu comptes rester ?» Vera regarda le comptoir, la caisse enregistreuse, le téléphone accroché au mur. « C'est chez moi, » dit-elle doucement. « Mon père l'a construit. Son père possédait le terrain avant lui. 4 générations de Mitchell. »« Vera, » murmura Vernon. Voilà ce qu'on dit à quelqu'un qui a besoin d'entendre quelque chose de difficile. Cet endroit est abandonné depuis 30 ans. L'agence d'aide aux plus démunis essaie de le raser. Les banques l'encerclent. Et les Dawson, je connais les Dawson. Le nom planait entre eux comme une pierre jetée dans une eau calme. L'expression de Vernon changea, et Vera y perçut quelque chose. De la culpabilité peut-être, ou de la honte, ou simplement la lassitude d'un homme qui a vu le mal se produire sans pouvoir l'empêcher. « Earl Dawson est mort, » dit Vernon, « il y a 6 ans. Crise cardiaque. »« Je sais. Son fils dirige les affaires maintenant. Martin, il n'est pas comme son père. Mais il reste un Dawson. » Vernon hocha lentement la tête. « Il reste un Dawson. » Vera se retourna vers la fenêtre, contemplant le terrain vague envahi par la végétation, les pompes rouillées, la route autrefois empruntée par les voyageurs qui s'y arrêtaient pour faire le plein, se ravitailler et bavarder. Elle se souvenait des journées d'été où l'air embaumait l'asphalte chaud, où la radio ne diffusait que de la musique country et où sa mère préparait un thé glacé si froid qu'il lui donnait mal aux dents. Elle se souvenait aussi de son dernier matin. Le matin où une voiture de police, gyrophare allumé, s'était arrêtée devant le terrain. Le matin où elle avait été menottée devant son propre magasin sous le regard silencieux des habitués. Le matin où Earl Dawson se tenait de l'autre côté de la rue, les bras croisés, la regardant monter dans la voiture, elle aperçut le sourire qu'il s'efforçait de dissimuler. « Je ne l'ai pas fait, Vernon, » dit-elle sans se retourner. « Je l'ai dit 1000 fois et je le répéterai jusqu'à ma mort. Je n'ai pas volé cet argent. »« Je sais que je n'ai pas fait. » Elle se retourna, surprise. En 30 ans, Vernon ne lui avait jamais dit cela. Il l'avait soutenu. Certes, il était venu au procès et il lui avait écrit des lettres en prison. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Et il ne l'avait jamais traitée comme une criminelle. Mais il ne lui avait jamais dit non plus qu'il la croyait. « Tu me crois ?» Vernon ôta sa casquette et passa une main dans ses fins cheveux blancs. « J'ai eu 30 ans pour y réfléchir, Vera. 30 ans à voir les Dawson s'enrichir pendant que cet endroit pourrissait. 30 ans pour se souvenir à quel point tout cela était pratique. Le temps, les preuves, comment Earl a essayé d'acheter ce terrain à votre père bien avant sa mort. Il remit sa casquette et la regarda droit dans les yeux. Votre père ne voulait pas vendre, puis il est mort, vous vous êtes retrouvé en prison, et puis, surprise, surprise, la banque est soudainement devenue propriétaire. Et il se trouve que le cousin d'Earl Dawson travaillait à la banque, et tout est resté en suspens. Personne ne l'a acheté, personne ne l'a aménagé, personne n'y a touché. 30 ans. Vera sentit un poids se relâcher dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle avait si longtemps serré si fort qu'elle en avait oublié l'existence. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi le voulait-il tant ?» Vernon resta silencieux un instant. Il s'approcha ensuite de la fenêtre et contempla le même paysage que Vera avait observé. « Ton père t'a-t-il déjà parlé du vieux puits ?» Vera fronça les sourcils. « Le puits, celui du fond. Il s'est asséché dans les années 50. Grand-père l'a bouché. »« Lui ?» Ce n'était pas une question. Vernon se tourna vers elle. « Vera, il y a des choses sur cette terre que la plupart des gens ignorent. Des choses que ton père gardait pour lui. Il allait te les dire. Je crois que durant la dernière année avant sa maladie, il répétait qu'il devait te parler de l'avenir de cet endroit, de sa véritable valeur. Où veux-tu en venir ?
J'essaie de te dire qu'Earl Dawson savait quelque chose. Et j'essaie de te dire que, quoi qu'il sache, cela valait la peine d'envoyer une innocente en prison pendant 30 ans pour s'en emparer. La tête de Vera tournait. Elle repensait à son père, maigre et épuisé sur son lit d'hôpital, essayant de lui dire quelque chose. Durant ces derniers jours confus, elle avait cru que c'était la maladie qui parlait. La façon dont il mentionnait sans cesse le téléphone, le magasin, le terrain. Quand le téléphone sonnera, avait-il murmuré un jour en lui serrant la main avec une force inattendue, quand il sonnera, tu répondras, promets-le-moi. Elle l'avait promis, sans comprendre. Une semaine plus tard, il était parti. Un mois après, elle était menottée. « Je dois savoir », dit Vera, sa voix se faisant plus forte. « Je dois savoir ce qu'ils m'ont pris. »« Ce sera dangereux, » dit Vernon. « Les Dawson ne seront pas contents si tu commences à creuser. Martin n'est pas aussi mauvais que son père, mais il a quelque chose à protéger, quelque chose à perdre. » « J'ai déjà tout perdu. » Vera redressa les épaules. « J'ai passé 30 ans en cellule pour quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai perdu ma maison, ma famille, toute ma vie. Que pouvait-il encore me prendre ?» Vernon la regarda longuement. Puis il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite carte. « Mon petit-fils, » dit-il en la lui tendant. « Tommy est avocat maintenant. Il travaille en ville, mais il rentre parfois le week-end. Si vous avez besoin d'aide, de conseils juridiques, appelez-le. » Vera prit la carte et la glissa dans la poche de son pantalon réglementaire. « Merci, Vernon. Ne me remerciez pas si vite. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se retourna. « Vous vous souvenez de Laia Perkins ? Elle était serveuse au restaurant. Je me souviens d'elle. Elle est gérante maintenant. Elle y travaille depuis 40 ans. Une bonne personne. Et elle se souvient de vous. Tu te souviens comment ta mère apportait de la tarte le dimanche ?» Vernon fit un signe de tête vers la route. « Tu vas avoir besoin d'amis, Vera. Tu vas avoir besoin de gens qui se souviennent de qui tu étais. Va voir Laia, elle t'aidera. » Et il disparut, ses pas se perdant dans le silence du matin. Vera resta seule, entourée de poussière et de souvenirs. Elle contempla le magasin en ruine, la vie qu'on lui avait volée, la décrépitude qui avait pris racine en l'absence d'amour et d'attention. Puis elle retroussa ses manches. À midi, elle avait dégagé un passage de la porte au comptoir. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. Elle trouva un vieux balai dans l'arrière-boutique, les poils presque usés, et balaya 30 ans de poussière et de débris en un tas près de la porte. Elle avait mal au bras, le dos la faisait souffrir, mais elle continua. Elle trouvait des choses en nettoyant. Une photo décolorée et abîmée par l'eau de ses parents à leur mariage. Un carnet de reçus de 1989, sa dernière année d'activité, où sa main notait les ventes de cigarettes, de lait et de billets de loterie. Un jouet d'enfant, un petit cheval en plastique qu'un client disparu depuis longtemps avait dû laisser tomber et jeter dans un coin. Et elle trouva l'armoire. Elle était derrière le comptoir, encastrée dans le mur, sa porte gonflée et bloquée par les années. Vera l'avait oublié. Son père l'appelait un coffre-fort. Bien que ce ne fût pas un vrai coffre-fort, juste une armoire en bois avec une bonne serrure, il y conservait des documents importants, titres de propriété, papiers d'assurance, déclarations d'impôts. Elle essaya de l'ouvrir, mais la porte resta bloquée. Le bois était gonflé par des années d'humidité et de négligence. Il lui fallait des outils, et elle n'en avait pas. Elle ajouta cela à sa liste mentale. Outils, produits de nettoyage, nourriture, eau, car les canalisations étaient probablement gelées ou éclatées. De quoi se réchauffer la nuit, car le froid s'installait rapidement dans cette région en octobre. Elle avait 43 $. La réalité de sa situation lui pesait lourdement. Elle n'avait ni argent, ni famille, ni amis, à l'exception de Vernon et peut-être Laia, si Vernon avait raison. Elle avait un casier judiciaire, une combinaison orange et un visage que les habitants de cette ville n'oublieraient pas. Et pas un visage aimable.
Elle vivait dans un bâtiment en ruine, sur un terrain que des gens influents attendaient depuis 30 ans pour s'approprier. Ce qui lui manquait, c'était le choix. C'était le seul endroit où elle pouvait aller, la seule chose qui lui appartenait encore, si tant est que cela lui appartint, le seul fragment de son ancienne vie qui avait survécu. Elle avait fait une promesse à son père, même si elle ne la comprenait pas à l'époque. Quand le téléphone sonnera, tu répondras. Vera regarda le téléphone vert avocat accroché au mur, hors service depuis 30 ans, débranché, oublié, laissé à l'abandon à prendre la poussière comme tout le reste. Mais son père savait quelque chose. Il savait, et il avait essayé de le lui dire. Et puis Earl Dawson avait fait en sorte qu'elle ne puisse pas entendre. 30 ans, c'est long à attendre. Mais Vera Mitchell savait attendre. Elle prit le balai et continua de balayer. Quand elle eut fini, le soleil se couchait. Tout son corps la faisait souffrir d'une manière qu'elle avait oubliée possible. La prison la maintenait active. Elle travaillait à la blanchisserie, soulevant de lourdes charges, arpentant la cour. Mais cette fois, c'était différent. C'était l'épuisement que procure un travail qui a du sens. Assise sur une caisse renversée près de la fenêtre, elle regarda le ciel virer à l'orange, puis au rose, puis au violet. La route était calme. Seules quelques voitures étaient passées de toute la journée et aucune ne s'était arrêtée. Mais la plupart ralentissaient. Elle sentait leur regard posé sur le bâtiment, sur la femme en tenue de prisonnière qui travaillait seule au milieu des ruines. Qu'ils regardent, qu'ils s'interrogent. Elle se fichait désormais de ce que les gens pensaient. Une voiture s'arrêta alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient à l'horizon. Une petite berline, ancienne mais bien entretenue. Une femme en sortit, les cheveux gris, portant un tablier sous son manteau, un sac en papier et un thermos. Laia Perkins. Elle s'approcha de la porte que Vera avait calée avec une brique et s'arrêta un instant, la regardant d'un air indéchiffrable. « Vernon m'a appelé, » finit par dire Laia. « Il m'a dit que tu étais de retour. »« Je suis de retour. » Laia hocha lentement la tête. Elle prit le sac et le thermos. « Je t'ai apporté le dîner. Du rôti de bœuf et de la purée. Du café dans le thermos, du sucre déjà ajouté. Je me souviens que tu le préférais sucré. » La gorge de Vera se serra de nouveau. Elle ne s'attendait pas à de la gentillesse. Elle s'était préparée à l'hostilité, à la suspicion, à être renvoyée. Elle ne s'était pas préparée à du rôti de bœuf. « Merci », parvint-elle à articuler. Laia entra et déposa le repas sur le comptoir en enlevant un peu de poussière d'un revers de manche. Elle observa le travail accompli par Vera, le chemin dégagé, les coins impeccables et le tas d'ordures qui s'amoncelait devant la porte. « Tu comptes réparer tout ça ? »« Je compte vivre ici, » répondit Vera. « Du moins, jusqu'à ce que je règle ce problème. »« Tu ne peux pas vivre ici, Vera. Regarde cet endroit, c'est invivable. » Ces mots sortirent plus durs qu'elle ne l'aurait voulu. Elle adoucit sa voix. « Je sais que ça n'a pas l'air de grand-chose, mais c'est chez moi. Mon père l'a construit. Ma mère est morte dans l'appartement du dessus. C'est le seul foyer qui me reste. » Laia resta silencieuse un instant. Puis elle soupira et s'assit sur une autre caisse, s'installant comme si elle comptait rester un moment. « Je me souviens de ta mère, » dit Laia. Elle apportait des tartes au restaurant tous les dimanches après la messe. Surtout de la tarte aux noix de pécan, parfois de la tarte aux pommes. Elle restait des heures à discuter avec ma mère. Elles étaient amies, tu sais, de très bonnes amies. Vera hocha la tête, elle se souvenait. « Ta mère n'a jamais cru que tu l'avais fait, » poursuivit Laia. Elle l'a dit jusqu'à sa mort. Elle disait que sa fille était innocente et que tous ceux qui te connaissaient le savaient. Elle est morte pendant que j'étais en prison, dit Vera. Je n'ai pas eu le droit d'aller à l'enterrement. Je sais, j'y étais. La moitié de la ville était là. Laia tendit la main et prit celle de Vera, sa poigne chaleureuse et ferme. Et je vais te dire autre chose.
La moitié de la ville se sentait terriblement coupable parce qu'ils savaient, nous savions tous, que quelque chose clochait dans ce procès. Mais Earl Dawson était puissant, les gens avaient peur, et il était plus facile de croire une histoire que de poser les questions qui dérangeaient. Et maintenant, Laïa sourit, mais c'était un sourire triste. Maintenant, Earl est parti, son fils n'est plus aussi effrayant, et les gens vivent avec leur culpabilité depuis 30 ans. Certains, en tout cas. Elle serra la main de Vera. Tu verras que certaines personnes dans cette ville veulent réparer leurs erreurs, et tu verras que d'autres te résisteront à chaque instant. Mais tu n'es pas seule, Vera. Je veux que tu le saches. Tu n'es pas seule. Vera ne put parler. Elle se contenta d'acquiescer, serrant la main d'Hila comme une bouée de sauvetage. « Bon, » dit Lila en se levant et en époussetant son tablier. « Mange ton dîner avant qu'il ne refroidisse. J'apporterai le petit déjeuner demain, et je demanderai autour de moi. Je verrai si quelqu'un a des couvertures en plus. Peut-être un radiateur d'appoint que tu pourrais t'emprunter. Cette maison n'est pas isolée, et les nuits d'octobre peuvent être froides. »« Hila, du calme. Tu fais pareil pour moi. Et on le sait toutes les deux. » Laïa se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se retourna. « Ton père était un homme bien, Vera, l'un des meilleurs que j'ai jamais connus. Il ne voudrait pas te voir souffrir, mais je pense qu'il serait fier de te voir te battre. » Et puis, elle aussi disparut, laissant Vera seule avec un bon repas chaud et le premier espoir qu'elle avait ressenti depuis 30 ans. Elle mangea le rôti lentement, savourant chaque bouchée. Quand était-ce que quelqu'un lui avait préparé un repas pour la dernière fois? Pas à la cantine de la prison, où tout était insipide. Pas au centre de réinsertion, où la nourriture était en conserve et réchauffée au micro-ondes. C'était de la vraie nourriture, préparée par de vraies mains, servie avec une vraie gentillesse. Une fois son repas terminé, elle s'essuya les yeux. Quand avait-elle commencé à pleurer? Elle se leva pour explorer ce qui restait de l'appartement à l'étage où elle avait grandi. Les marches grinçaient dangereusement, mais elles supportèrent son poids. L'appartement était en plus mauvais état que le magasin du rez-de-chaussée, avec des dégâts causés par une toiture qui fuyait et des traces d'années de présence animale. Mais sa vieille chambre était encore reconnaissable. Le papier peint qu'elle avait choisi à 16 ans, avec ses minuscules fleurs bleues sur fond blanc, se décollait mais était toujours là. Elle trouva un coin relativement sec et relativement propre. Elle étala un t-shirt de rechange sorti d'un sac plastique pour s'en servir d'oreiller. Elle s'allongea sur le parquet nu, enfouissant ses bras dans les manches pour se réchauffer. Et quelque part dans l'obscurité, alors qu'elle s'endormait, elle entendit quelque chose qui lui glaça le sang. Le téléphone sonnait. Vera ouvrit brusquement les yeux dans le noir. La sonnerie persistait, stridente, insistante, incroyablement forte dans le silence du bâtiment abandonné. Un vieux téléphone à cadran, celui vert avocat que sa mère avait commandé sur catalogue en 1971, celui qui était débranché depuis 30 ans. Il sonnait. Elle se leva d'un bond, le cœur battant si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. Le plancher craqua sous ses pieds, tandis qu'elle se dirigeait vers l'escalier. Elle ne voyait rien. Les lumières étaient éteintes depuis des décennies. Mais elle connaissait ce bâtiment par cœur, grâce à un plan dessiné sur sa structure. Elle descendit l'escalier, une main sur la rampe, testant chaque marche avant d'y poser tout son poids. Elle traversa l'arrière-boutique où son père entreposait autrefois les marchandises, puis entra dans le magasin principal, où le clair de lune, filtrant à travers les vitres crasseuses, baignait tout de nuances argentées et sombres. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Vera se tenait devant lui, la main tremblante, tendant la main vers l'appareil. C'était impossible, elle le savait. Et pourtant, la voix de son père résonnait dans sa mémoire, aussi claire que s'il était à ses côtés. Quand le téléphone sonne, tu réponds. Promets-le-moi. Elle décrocha. Allô? Le silence, puis un crépitement, de ceux qui évoquent la distance, comme si le signal voyageait à travers le temps autant que l'espace. Puis une voix de femme, vieille, fatiguée et terriblement familière.
Vera, Vera, ma chérie, c'est toi ?» Les genoux de Vera fléchirent. Elle s'agrippa au comptoir pour se retenir. « Maman !» Mais c'était impossible. Sa mère était morte 12 ans plus tôt, seule dans une maison de retraite, tandis que Vera, à 200 mètres de là, était enfermée dans une cellule, privée de la permission de lui dire adieu. « Écoute-moi, ma puce. » La voix s'éteignit, grésillante. « Je n'ai plus beaucoup de temps. Tu dois retrouver les lettres de ton papa. Elles sont dans le placard, derrière la fausse cloison. Il les a cachées là avant de mourir. Elles te diront tout ce que les Dawson nous ont pris. »« Maman, je ne comprends pas. » »« Le puits, Vera, n'était jamais à sec. Ton papa y a trouvé quelque chose de précieux, et Earl Dawson l'a découvert. C'est pour ça qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils nous ont tout pris. » Les grésillements s'intensifièrent, couvrant les mots. « Maman, attends. Je t'aime, ma chérie. J'ai toujours cru en toi. Maintenant, retrouve ces lettres et fais-leur payer ce qu'ils ont fait. » La communication fut coupée. Vera se figea. Le combiné toujours collé à son oreille, elle écoutait le vide. Tout son corps tremblait. Des gouttes de sueur perlaient sur son front malgré le froid. Était-ce son imagination ? Était-elle enfin en train de devenir folle après 30 ans ? La prison avait parfois cet effet sur les gens. Elle leur faisait voir, entendre, croire à des choses qui n'existaient pas. Mais le téléphone était bien réel, lourd et solide dans sa main. Et lorsqu'elle regarda sa base, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Une petite lumière rouge, à peine visible dans l'obscurité, clignotait lentement. Le téléphone était connecté à quelque chose. Elle ne ferma pas l'œil de la nuit. Assise par terre derrière le comptoir, le dos contre le mur, elle fixait le téléphone comme s'il allait sonner à nouveau. Son esprit s'emballait, cherchant des explications. Quelqu'un avait remis la ligne en marche pour plaisanter. Quelqu'un avait installé un enregistreur. Quelqu'un essayait de lui faire peur. Mais cette voix, c'était celle de sa mère. Elle l'aurait reconnue entre mille, en toutes circonstances, même après un laps de temps indéterminé. Ce léger rauque, fruit de ses années de travail dans une usine textile avant son mariage, sa façon de dire « bébé » en 2 syllabes, « bébé » en l'étirant comme une chanson. Aucun enregistrement ne pourrait la restituer, aucune sosie ne pourrait l'imiter. Alors que les premiers rayons gris de l'aube filtraient à travers les fenêtres, Vera se leva et se dirigea vers l'armoire derrière le comptoir, celle dont la porte, gonflée, était bloquée. Il lui fallait des outils. Vernon était arrivé à 8 heures ce matin-là, avec une boîte à outils et un thermos de café. « Lila m'a appelé », expliqua-t-il en posant la boîte à outils sur le comptoir. « Elle a dit que tu avais l'air d'avoir besoin d'aide. » « Le téléphone a sonné hier soir. » Vernon s'interrompit alors qu'il versait du café dans une tasse. Il la regarda, puis le téléphone accroché au mur, puis de nouveau Vera. « Ce téléphone est hors service depuis 30 ans. »« Je sais, la ligne a été coupée. Je les ai vus faire, je sais. » Vera prit le café qu'il lui offrait, ses mains serrant la tasse chaude. « Mais ça a sonné, j'ai répondu et quelqu'un... » Elle marqua une pause, ne sachant comment poursuivre. Cela paraissait insensé. Cela ressemblait exactement à ce qu'une femme ayant passé 30 ans en prison pourrait imaginer. Quelqu'un m'a dit de regarder dans le placard derrière le faux mur du fond, qu'il y avait des lettres cachées là-dedans, des lettres que mon père avait écrites avant de mourir. Vernon resta silencieux un instant. Il posa le thermos et s'approcha du placard, l'examinant avec le regard attentif d'un homme qui avait travaillé de ses mains toute sa vie. « C'est votre père qui a construit ça, » dit-il finalement. « Je me souviens quand il l'a installé. Ça devait être vers 1975 ou 1976. Il y tenait beaucoup. Il ne laissait personne l'aider. Il disait que c'était précieux. »« Tu sais ce qu'il cachait là-dedans ?»« Non, » répondit Vernon en secouant la tête. « Mais je sais qu'il avait peur. L'année dernière, avant de tomber malade, il parlait sans cesse d'assurance, de prendre soin de toi et de ta mère. Je pensais qu'il parlait d'assurance vie,
l'assurance classique, mais maintenant... Il se tourna vers elle, et une lueur d'espoir apparut sur son visage. « Ouvrez-le !» Après 20 minutes d'effort à l'aide d'un pied de biche et d'un marteau, la porte du meuble fut enfin extraite de ses gonds. Le bois, ramolli par l'humidité, s'effritait presque par endroits, mais la structure tint suffisamment longtemps pour qu'il puisse la retirer d'un seul bloc. L'intérieur du meuble était presque vide. Quelques vieux papiers, 2 livres jaunis par le temps, une serrure rouillée sans contenu, des crottes de souris et des carapaces d'insectes morts. Mais Vernon remarqua quelque chose que Vera n'avait pas vu. Le fond du meuble dépassait légèrement du mur, d'1 centimètre à peine, peut-être moins, mais suffisamment pour laisser deviner qu'il y avait de l'espace derrière. « Passe-moi le tournevis. » 5 minutes plus tard, le panneau arrière coulissant s'ouvrit. Derrière se trouvait une boîte métallique de la taille d'une boîte à chaussures, enveloppée dans le plastique qu'il avait gardé au sec pendant toutes ces années. Les mains tremblantes, Vera la sortit et la posa sur le comptoir. « Tu devrais l'ouvrir seul, » dit Vernon doucement. « Quoi que ce soit, c'est pour toi. »« Non, » répondit Vera en secouant la tête. « Tu étais son ami. Tu as cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Tu devrais le voir aussi. » Elle retira le plastique et ouvrit la boîte. À l'intérieur, des dizaines de lettres, écrites de la belle écriture de son père, lui étaient adressées. Chaque enveloppe était datée, depuis 6 mois avant sa mort jusqu'à la semaine de sa dernière hospitalisation. Sous les lettres, il y avait autre chose, un rapport géologique d'apparence officielle, avec cachet, signature et carte détaillée, et une petite pochette de velours qui tinta lorsqu'elle la prit. Elle ouvrit la pochette et en vida le contenu dans sa main. Des pépites, petites mais indéniablement dorées, qui scintillaient même dans la pénombre du magasin abandonné. « Seigneur, ayez pitié », murmura Vernon. Les lettres racontaient une histoire que son père n'avait jamais eu l'occasion de lui raconter. Tout avait commencé en 1985, 1 an avant sa maladie. Il travaillait sur la propriété, réparant une clôture, écrivit-il, qui longeait la limite arrière près d'un vieux puits scellé. Le sol était meuble à cause des pluies printanières, et sa tarière heurta quelque chose de dur à environ 1 mètre de profondeur. Par curiosité, il creusa plus profondément et découvrit un filon de quartz aurifère. « Je n'en ai parlé à personne au début », écrivit-il dans une de ses premières lettres. « Pas même à ta mère. Je ne savais pas ce que j'avais trouvé, ni ce que cela signifiait. J'ai envoyé des échantillons à un géologue de la ville, je l'ai payé en espèces, sous un faux nom. Il m'a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Le filon était important. Pas assez pour nous rendre millionnaires, mais assez pour changer nos vies. Assez pour financer tes études, agrandir le magasin, assurer l'avenir de la famille pour des générations. » Mais il n'était pas aussi prudent qu'il le croyait. Quelqu'un l'a vu poster ses échantillons. Cette personne en a parlé à une autre, et finalement, l'information est parvenue aux oreilles d'Earl Dawson. « Earl est venu me voir le mois dernier, » écrivait mon père dans une lettre datée de 3 mois avant sa mort. « Il a proposé d'acheter le terrain, à un prix raisonnable. Je lui ai même donné. Plus que raisonnable en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille. J'ai refusé. Ce terrain appartient à notre famille depuis 4 générations, je ne le vendrai pas. Il l'a mal pris, il a dit que je le regretterais, il a dit que c'est le propre de ceux qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Je connais Earl Dawson depuis 40 ans, et je ne l'ai jamais apprécié. Mais je n'aurais jamais cru qu'il soit capable du mal. Maintenant, j'en doute. » Les dernières lettres étaient plus difficiles à lire. Mon père était devenu méfiant envers tout le monde. Il a commencé à dissimuler des preuves, à faire des copies de documents, à constituer une trace écrite qui, espérait-il, protégerait sa famille s'il lui arrivait malheur. Il a consigné par écrit tout ce qu'il savait des tentatives d'Earl Dawson pour acheter des terres, les pots de vin, les menaces, la campagne systématique menée pour isoler la famille Mitchell de leurs voisins et amis. « Je suis malade, Vera », a-t-il écrit dans sa dernière lettre. « Les médecins disent que c'est un cancer, et je ne pense pas avoir beaucoup de temps.
Je voulais te dire tout cela en personne, mais le temps me manque, et j'ai peur de ce qu'ils feront s'ils découvrent que je te l'ai dit. Alors je cache ces lettres là où toi seul les trouveras. Le téléphone, Vera, je l'ai réglé pour que ta mère puisse te contacter. Peu importe ce qui arrive, peu importe où tu es, tout est lié à quelque chose de plus grand que de simples fils électriques. Quelque chose que je ne comprends pas entièrement moi-même. Mais quand l'appel se fait entendre, tu réponds. Tu réponds, tu écoutes et tu te bats. Ils vont essayer de tout nous prendre. Je le sens venir. Mais ils ne connaissent pas les lettres, ils ne connaissent pas les preuves, et ils ne connaissent pas ma fille. Tu es plus forte qu'eux. Vera, tu es plus intelligente, tu es meilleure. Et le moment venu, tu répareras tout. Je t'aime. Je suis désolé de ne pas avoir pu mieux te protéger, mais je crois en toi. J'ai toujours cru en toi. Vera posa la dernière lettre et se mit à pleurer. Vernon resta assis près d'elle pendant qu'elle pleurait. Il n'essaya pas de la consoler avec des mots. Il comprenait que certains chagrins étaient trop lourds à porter. Il resta simplement assis à côté d'elle, imperturbable, attendant qu'elle retrouve son équilibre. Quand elle s'arrêta enfin, quand ses larmes eurent séché et que sa respiration se fut calmée, elle le regarda avec des yeux brûlants, d'une intensité plus forte que le chagrin. « Ils l'ont tué, dit-elle. Earl Dawson a tué mon père. »« On n'en sait rien. Le cancer, il a progressé si vite. C'est ce que tout le monde disait à l'époque. Un mois, il allait bien. Le mois suivant, il était mourant. » Vera brandit une des lettres, pointant un passage. « Il écrit ici qu'Earl avait des relations dans le milieu médical. » qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles des gens tombaient malades après s'être mis à dos les Dawson. Et si... Elle ne put terminer sa phrase. L'idée était trop monstrueuse. « Même si c'est le cas, dit Vernon avec précaution, le prouver, après tout ce temps, sera presque impossible. Peut-être. Mais prouver la fraude, prouver que j'avais été piégé, ce n'était peut-être pas vrai. » Vera rassembla les lettres, le rapport géologique, les pépites d'or, et les remit soigneusement dans le tiroir. Mon père notait tout, les noms, les dates, les montants. Il savait qu'il viendrait nous chercher, et il s'y était préparé. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Vera contempla le magasin en ruine, le travail accompli et celui qui restait à faire. Elle repensa à la voix de sa mère au téléphone. Impossible et pourtant si réel. Elle repensa à 30 ans d'une vie volée. 30 ans à regarder le monde continuer à tourner sans elle. Pendant 30 ans, on l'avait traitée de voleuse et de menteuse, alors qu'elle savait pertinemment qu'elle n'était ni l'un ni l'autre. « Je vais finir de nettoyer cet endroit, dit-elle. Je vais en faire un foyer, et ensuite je découvrirai exactement ce que les Dawson nous ont pris, et je le leur rendrai. » Vernon hocha lentement la tête. « Ce ne sera pas facile. Martin Dawson n'est peut-être pas aussi mauvais que son père, mais il a de l'argent, des avocats, des relations. Il possède la moitié des commerces de la ville. Peu m'importe que ce soit facile ou non, lança Vera d'une voix d'acier. Seule la justice compte pour moi. » La nouvelle se répandit rapidement dans la petite ville. À la fin de la première semaine, tout Millbrook savait que Vera Mitchell était de retour. On savait qu'elle vivait dans l'ancienne station-service. On savait qu'elle la rénovait, la restaurait, la rendait habitable. Et ils savaient, ou croyaient savoir, ce que cela signifiait. Certains étaient curieux. Ils passaient lentement en voiture, le cou tendu pour voir ce qu'elle faisait, espérant peut-être apercevoir la femme qui avait passé 30 ans en prison. Certains lui faisaient signe, la plupart non. D'autres étaient compatissants. Ils déposaient des choses sur le perron quand elle avait le dos tourné, un sac de provisions, une boîte de produits d'entretien, une couverture chaude encore sous emballage plastique. Vera ne voyait jamais qui avait déposé ces présents, mais elle en ressentait le poids. De petites attentions de la part de gens qui se sentaient peut-être coupables ou qui se souvenaient simplement de qui elle avait été. Et d'autres étaient hostiles. Le matin, elle constatait que son travail était inachevé.
Des ordures jonchaient le terrain vague. Des graffitis recouvraient les murs qu'elle avait nettoyés. Quelqu'un avait un jour jeté une pierre sur une des fenêtres qu'elle venait de remplacer, la brisant en 1000 morceaux. Elle avait nettoyé les débris et remis la fenêtre en place. Elle n'allait nulle part. Laïa venait tous les jours lui apporter à manger et lui tenir compagnie. Vernon passait presque tous les matins avec des outils et des conseils. Le petit-fils de Vernon, Tommy, avocat, avait appelé de la ville pour dire qu'il avait lu les lettres et les avait trouvées très intéressantes. Serait-elle prête à le rencontrer à son retour ce week-end-là? Elle était prête, très prête. Et pendant tout ce temps, Vera travaillait. Elle lavait, balayait, peignait et réparait. Elle avait réussi à rétablir l'eau courante grâce à un plombier compatissant qui se souvenait de son père. Elle fit rétablir l'électricité, ce qui nécessita un déplacement au bureau de l'arrondissement et des frais qu'elle pouvait à peine se permettre, mais qui valaient la peine pour le simple miracle de la lumière. Le téléphone ne sonna plus. Mais elle le laissa là, fixé au mur, vers avocat, en attente. Elle savait maintenant que ce n'était pas qu'un simple téléphone. Son père l'avait connecté à autre chose. Quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même complètement, d'après ses lettres. Quelque chose qui permettait à sa mère de combler le vide et de transmettre un dernier message. Elle n'en doutait pas. Certaines choses ne devaient pas être mises en doute. On les acceptait tout simplement et on passait à autre chose. Martin Dawson vint lui rendre visite jeudi après-midi, 9 jours après le retour de Vera. Elle était sur l'échelle, en train de peindre l'avant-toit au-dessus de la porte d'entrée, lorsque sa Mercedes se gara sur le parking. Elle reconnut la voiture avant même de reconnaître l'homme. C'était une voiture qui n'avait rien à faire dans ce coin du comté. Une peinture noire brillante et des chromes rutilants qui coûtaient probablement plus cher que le salaire annuel de son père. L'homme qui en sortit avait une 50aine d'années, avec des mains douces et des vêtements de marque, comme quelqu'un qui n'avait jamais fait de travaux manuels. Ses cheveux, grisonnants aux tempes, étaient savamment coiffés. Son sourire était travaillé, professionnel, le sourire d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. « Mademoiselle Mitchell, dit-il en s'approchant des escaliers, je suis Martin Dawson. Je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. » Vera continua de se maquiller. « Je sais qui vous êtes. Je voulais vous souhaiter la bienvenue à Millbrook et vous présenter mes condoléances pour tout ce que vous avez traversé. » Elle cessa de peindre, puis de regarda du haut des marches. « Vos condoléances ? Ce qui vous est arrivé est une tragédie. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ce qui m'est arrivé est un crime. » La voix de Vera était calme, posée. « Un crime commis par votre père. » Le sourire de Martin s'effaça, mais il se reprit aussitôt. « Mon père était beaucoup de choses, mademoiselle Mitchell, mais ce n'était pas un criminel. Les tribunaux se sont trompés. » Un silence pesant s'installa entre eux. Le sourire de Martin disparut complètement, remplacé par une expression plus dure, plus calculatrice. « Je suis venu vous faire une offre, dit-il. Une offre généreuse. Vu les circonstances, cette propriété est abandonnée depuis 30 ans. C'est une véritable plaie, un danger. Le comté nous demande d'intervenir depuis longtemps. Nous ? Dawson Holdings paie des impôts fonciers sur cette propriété depuis la fin des années 1990. Sans notre soutien, le comté l'aurait saisi il y a des années et vendu aux enchères. Il ne vous resterait plus rien. Vera descendit les escaliers en s'essuyant les mains sur son pantalon de travail. Elle se retrouva face à face avec Martin Dawson, assez près pour sentir son eau de Cologne, assez près pour voir les fines gouttes de sueur perler sur son front malgré la fraîcheur de l'air d'octobre. « Pourquoi avez-vous payé des impôts fonciers sur une propriété qui ne vous appartient pas ? Par respect pour votre famille, pour la mémoire de vos parents. Par respect, » Vera faillit rire. « Votre père a détruit ma famille. Il nous a volés, il a menti sur nous, il m'a fait emprisonner pour quelque chose que je n'ai pas fait, et maintenant vous voulez parler de respect ?» Le calme de Martin vacilla encore davantage. Elle perçut la colère sous son apparence impeccable, ce tempérament typique des Dawson pour lequel son père était réputé. «
Je vous offre 200 000 $ pour cette propriété, dit-il d'une voix tendue. Content? Vous pourriez recommencer ailleurs, quelque part sans... Il fit un geste vague de la main. Tous ces souvenirs. Cette propriété n'est pas à vendre. Tout est à vendre, mademoiselle Mitchell. Il s'agit simplement de trouver le bon prix. Vera s'approcha, si près qu'elle vit son reflet dans ses lunettes de soleil de marque. Votre père a dit la même chose au mien il y a 30 ans. Et mon père a refusé. Alors je vous dis non. Cette terre appartient aux Mitchell. Elle leur a toujours appartenu. Elle leur appartiendra toujours. Et aucune somme d'argent des Dawson n'y changera rien. Le visage de Martin s'empourpra. Un instant, Vera crut qu'il allait la frapper. Elle vit l'impulsion traverser son visage, ses poings se serrer, sa mâchoire se crisper, mais il se retint. Son sourire revint, mais ressemblait davantage à une grimace. « Vous vous trompez, dit-il doucement, gravement. Cette ville est dans ma famille, depuis 3 générations. Ici, tout le monde nous doit quelque chose. Leurs emplois, leurs prêts immobiliers, les bourses de leurs enfants. Un seul mot de ma part, mademoiselle Mitchell, et vous serez seule. Seule. Je suis seule depuis 30 ans. J'ai l'habitude, dit-elle en se détournant de lui et en remontant sur l'échelle. Je suis venue ici pour essayer d'être raisonnable, lança Martin. Je suis venu vous offrir une porte de sortie, une chance de vous en sortir. Mais si vous voulez faire les choses à l'ancienne, soit, on fera les choses à l'ancienne. Vera trempa son pinceau dans le pot de peinture et reprit son travail sur les boiseries. « Ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu, » dit Martin. Et elle entendit ses pas s'éloigner, la portière de la voiture claquer, le moteur démarrer. Elle ne se retourna pas. Elle continua de peindre, coup de pinceau après coup de pinceau, jusqu'à ce que la Mercedes disparaisse au détour du chemin et que le seul bruit soit le bruissement du vent dans les arbres et le chant lointain des oiseaux. Alors elle sourit très doucement. Qu'ils viennent, qu'ils menacent. Qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir. J'ai les lettres de mon père, j'ai la vérité, et j'ai quelque chose sur lequel la famille Dawson n'a jamais compté. Je n'ai plus rien à perdre. Ce soir-là, elle était assise au bar, examinant à nouveau la carte géologique, essayant de comprendre ce que son père avait découvert. Il y avait un filon. D'après le rapport, il prenait naissance quelque part sous un vieux puits et s'étendait vers le nord-ouest, peut-être sur plusieurs centaines de mètres. Le géologue estimait sa valeur à plusieurs millions, en supposant qu'on puisse y accéder sans frais exorbitants. Plusieurs millions de dollars enfouis sous ses pieds depuis toutes ces années. Pas étonnant que les Dawson aient été si désespérés. Pas étonnant qu'ils aient payé leurs impôts, conservé leurs propriétés, attendu le moment opportun pour se jeter sur l'or. Ils savaient depuis le début qu'il y avait de l'or. Ils avaient tué pour lui. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Ils lui avaient volé 30 ans de sa vie pour l'atteindre, mais ils ne l'avaient pas eu, pas encore. La mine était toujours là, à l'affût. Les preuves étaient toujours là, conservées dans l'écriture méticuleuse de son père. Et elle était toujours là, contre toute attente, prête à se battre. Le téléphone sonna. Vera se figea, la main suspendue au-dessus de la carte géologique. Elle se tourna lentement vers le téléphone vert avocat accroché au mur. Il sonna de nouveau, cette sonnerie stridente et désuète qui n'aurait pas dû retentir. Elle se leva, s'approcha du téléphone et décrocha. « Allô ?» Des grésillements, un son lointain. Puis Vera, une voix d'homme cette fois, familière d'une autre manière, d'une manière qui lui glaça le sang. « Je me demandais quand vous trouveriez ces lettres. » Elle reconnut cette voix. Elle l'entendait dans ses cauchemars depuis 30 ans. « Earl, » murmura-t-elle. « Earl Dawson. » Un rire sec et rauque parvint à ses oreilles. « Surprise ? Ne sois pas surprise. J'ai toujours dit que cette terre était spéciale. Ton père le savait, je le savais, et maintenant, tu le sais aussi. Tu es morte. » « Morte ? » ?»« Oui, mais pas partie, pas de cet endroit. » Un autre rire, mais il s'éteignit, se muant en une sorte de chagrin.
Je voulais que tu saches que je suis désolé, Vera. Je suis désolé de ce que j'ai fait. Il n'y a pas de paix, pas de repos. Seulement cet appel, cette attente, cette surveillance, cette expiation de mes péchés. C'est toi qui devrais être désolé. La voix de Vera tremblait sous le poids de 30 ans de rage. Tu as détruit ma famille. Tu nous as tout volé. Je sais ce que j'ai fait, et je le regrette amèrement, crois-moi. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai appelé. La voix d'Earl se fit insistante, s'éteignant peu à peu comme celle de sa mère. Martin ne sait pas tout. Il croit tout savoir, mais il se trompe. Le puits, Vera. Le puits ne contient pas que de l'or, c'est autre chose. Quelque chose de plus ancien. Quelque chose qui attend depuis longtemps quelqu'un comme toi. De quoi parlez-vous? Le téléphone. Comment croyez-vous qu'un téléphone fonctionne? Comment croyez-vous que les morts peuvent appeler les vivants? Les grésillements s'intensifièrent, couvrant ses paroles. Il est relié au puits. Tout est lié. Votre père y a trouvé bien plus que de l'or. La communication fut coupée. Vera, le cœur battant la chamade, le combiné à la main, resta plantée là, l'esprit en ébullition. Qu'essayait de lui dire Earl Dawson? Qu'avait trouvé son père dans ce puits, outre de l'or? Et que signifiait le fait que même les morts ne puissent trouver la paix tant que cette terre n'aurait pas révélé ses secrets? Elle raccrocha lentement, avec précaution, et se tourna vers la fenêtre pour regarder le champ envahi par la végétation derrière le magasin, où le vieux puits se trouvait quelque part sous les herbes folles et dans l'obscurité. Demain, elle commencerait à creuser. À l'aube, Vera se tenait au bord du champ, le regard fixé sur l'endroit où elle se souvenait que le puits avait été scellé. La végétation avait tout englouti. Des herbes hautes en forme de ruban, des broussailles enchevêtrées, des jeunes pousses qui avaient poussé sans contrôle pendant 30 ans. Quelque part sous ce chaos vert se trouvait la dalle de béton que son grand-père avait coulée en 1955, lorsque le puits était censé être à sec. Sauf que ce n'était pas le cas. Les lettres de son père le prouvaient clairement. Le puits n'avait jamais été à sec. Il avait été scellé pour d'autres raisons. Des raisons que son grand-père avait emportées dans la tombe. Et maintenant, d'après le fantôme d'Earl Dawson, il y avait là quelque chose au-delà de l'or, quelque chose de plus ancien, quelque chose qui attendait. Vera ne croyait pas aux fantômes. Du moins, elle n'y croyait pas jusqu'à ce que le téléphone, pourtant muet, se mette à sonner, et que les voix qu'elle connaissait, les voix de gens enterrés depuis longtemps, commencèrent à lui parler à travers les grésillements. La prison l'avait peut-être rendue folle, peut-être que rien de tout cela n'était réel, mais les lettres, elles, l'étaient. Les pépites d'or étaient réelles, la carte géologique était réelle, et le désespoir des Dawson de s'approprier ces terres, cela aussi était bien réel. Elle enfila les gants de travail que Laïa lui avait donnés et commença à débroussailler. À midi, ses mains étaient écorchées et ensanglantées. Son dos la brûlait, et elle n'avait débroussaillé qu'un quart de la surface nécessaire. Le soleil d'octobre, faible mais persistant, trempait sa chemise de sueur malgré la fraîcheur ambiante. Adossée à un arbre, elle sirotait une bouteille d'eau lorsqu'elle entendit une voiture se garer sur le parking. Un instant, son cœur se serra. Martin Dawson était revenu pour mettre ses menaces à exécution. Mais la voiture qui sortit de derrière le bâtiment était un vieux pick-up Ford, pas une Mercedes. L'homme qui en descendit était jeune, une trentaine d'années, avec les yeux de Vernon et un léger sourire. « Vous devez être Vera », dit-il en s'approchant, la main tendue. « Je suis Tommy, grand-père m'envoie. » Tommy Dockery, le petit-fils avocat. Vera lui serra la main, remarquant les callosités qui laissaient deviner qu'il n'avait pas complètement renié ses racines campagnardes malgré sa carrière en ville. « Tu devais venir passer le week-end ? J'étais impatient, » dit-il. Tommy regarda par-dessus son épaule le champ défriché, son travail. « Grand-père m'a montré ces lettres et cette carte. J'ai fait des recherches. » « Quelles recherches ? » Le genre de recherche qui pourrait envoyer des gens très puissants en prison.
Le sourire de Tommy s'effaça, remplacé par une expression plus grave. « On peut parler à l'intérieur » Ils s'assirent au comptoir, la boîte de lettres entre eux. Tommy apporta ses papiers, des impressions, des documents juridiques, de vieux articles de journaux, et les étala comme les pièces d'un puzzle qu'il était encore en train d'assembler. « Tout d'abord, dit-il, la carte géologique commandée par votre père n'a jamais été déposée auprès du comté. Aucun permis, aucune revendication, rien d'officiel. Ce qui signifie que les Dawson n'ont aucun droit légal sur ce qui se trouve là-dessous, termina Vera. Exactement. Mais cela signifie aussi que vous n'en avez pas. Pas encore. Tommy sortit un formulaire. Nous devons faire une demande de droit minier. Il faut prendre les devants avant qu'ils ne réalisent ce que vous avez trouvé. Vera hocha lentement la tête. Et quoi d'autre? Tommy hésita. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, avec une sincérité qui lui rappelait son grand-père. Mais il y avait autre chose dans son expression à présent. Il laissait transparaître une colère à peine contenue. « J'ai étudié votre dossier, dit-il. Le dossier initial. J'ai lu les transcriptions, les registres de preuves, les dépositions des témoins. Et c'est dégoûtant, Vera. C'est tout simplement dégoûtant. » Il sortit un épais dossier. « L'argent que vous êtes accusé d'avoir volé, 47 000 $ sur les comptes du magasin en 18 mois. L'accusation prétend que vous avez détourné de l'argent, falsifié des documents et caché l'argent sur un compte secret. Je sais ce qu'ils prétendent, j'étais là. Mais voilà ce qui cloche. » Tommy ouvrit le dossier. « L'expert comptable judiciaire qui a témoigné contre vous. Il a été engagé par le cabinet d'avocats d'Earl Dawson, pas par l'État, pas par l'accusation. Ce sont les avocats personnels de Dawson qui l'ont trouvé et recommandé. Les relevés bancaires censés prouver le vol provenaient d'un directeur d'agence qui devait de l'argent à Dawson. Le tuyau anonyme qui avait déclenché l'enquête provenait d'une cabine téléphonique près des bureaux de Dawson Holdings. Vera sentit un froid glacial lui nouer l'estomac. Elle savait, bien sûr, elle l'avait toujours su, qu'elle était innocente, que les preuves étaient fabriquées. Mais l'entendre formuler ainsi, voir le schéma si clairement, c'était différent. L'injustice était plus vive, plus crue que jamais. « Pouvez-vous le prouver ? » « En partie, peut-être. Mais voilà, je ne pense pas avoir besoin de le prouver. Je crois que quelqu'un d'autre l'a déjà fait. » Il sortit un autre document. Celui-ci était plus ancien, jauni par le temps, dactylographié. « C'est une déclaration notariée, » dit Tommy, « datée de 1997. Elle provient d'un certain Douglas Pratt. Il était le directeur de l'agence bancaire, celui qui a fourni les documents ayant mené à votre condamnation. » Vera prit le papier, les mains tremblantes. « Il a écrit cela 8 ans après votre procès, » poursuivit Tommy. « Il affirme qu'Earl Dawson lui a versé 20 000 $ pour falsifier des relevés bancaires. Il dit qu'il savait que vous étiez innocente. Il dit qu'il vit avec ce sentiment de culpabilité depuis et qu'il voulait rétablir la vérité avant de mourir. » « Où avez-vous trouvé ça ?» ?»« Au greffe du comté. Le document a été déposé au registre public en 1997, mais personne n'a jamais rien fait. Personne n'a jamais donné suite. » La voix de Tommy était étranglée par une rage contenue. Douglas Pratt est mort 2 mois après le dépôt de cette déclaration. Une crise cardiaque, comme Earl Dawson, comme tant d'autres qui se sont mis à dos les Dawson au fil des ans. Vera fixa la déclaration, les mots se brouillant sous l'effet des larmes. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Pourquoi personne ne m'a rien dit ? Pourquoi personne ?»« Parce que le système vous a trahi. » Tommy tendit la main par-dessus le comptoir et posa la sienne sur la sienne. « Parce que ceux qui étaient censés surveiller ne l'ont pas fait. Parce que les Dawson contrôlaient cette ville. Et que tout le monde était trop effrayé ou corrompu pour faire ce qu'il fallait. » Il lui serra la main. « Mais ça, c'est fini. Je dépose une requête en annulation de votre condamnation, fondée sur de nouvelles preuves de malversation judiciaire et de subornation de témoins. Cela prendra du temps, peut-être des mois, mais nous laverons votre nom. Vera, nous prouverons ce qu'ils vous ont fait.
Vera était incapable de parler. Pendant 30 ans, on l'avait traitée de voleuse, de menteuse, de criminelle. Pendant 30 ans, elle avait porté le fardeau d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Et maintenant, enfin, quelqu'un qui pouvait faire quelque chose était de son côté. « Il y a autre chose, » dit Tommy, « à propos de la terre, de ce que votre père a trouvé. » Il sortit un autre document. C'était une carte ancienne, dessinée à la main, avec des marques qu'elle ne reconnaissait pas. « Je l'ai trouvée aux archives du comté, » dit-il. « Elle date de 1892, quand votre arrière-arrière-grand-père s'est installé sur cette propriété. » Tommy montra le symbole au centre de la carte. « Vous voyez ça? C'est marqué « Puits des esprits ». Les notes de terrain originales indiquent que les Amérindiens qui vivaient ici le considéraient comme sacré. Ils croyaient que c'était un passage entre les mondes. Passerelle. Je sais ce que ça peut paraître, mais les lettres de votre père mentionnaient un téléphone, n'est-ce pas? Comment il en a installé un pour se connecter à quelque chose de plus profond que de simples fils électriques? Et tu as dit que tu recevais des appels de... Tommy marqua une pause, pesant ses mots. De gens qui ne devraient pas pouvoir appeler. Vera repensa à la voix de sa mère qui crépitait dans les grésillements, au fantôme d'Earl Dawson qui la mettait en garde contre des choses qu'il n'avait pas le droit de savoir. « Ce puits ne contient pas que de l'or, » dit-elle lentement. Earl a dit ça avant que la communication ne soit coupée. Il a dit que mon père y avait trouvé autre chose, quelque chose de plus ancien. Tommy acquiesça. « Je crois que ton père a découvert ce que les Amérindiens savent depuis longtemps, qu'il y a quelque chose de spécial dans cet endroit. Quelque chose qui dépasse la géologie, les droits miniers ou l'argent. Mais les Dawson ne s'intéressent qu'à l'or. Ils ne comprennent pas le reste. Ils n'y croient pas. » Tommy rassembla ses papiers. « Mais je crois que c'est notre avantage. Ils sont tellement obnubilés par ce qu'ils peuvent mesurer et vendre qu'ils en oublient l'essentiel. » Il se leva. « Je dois retourner en ville, déposer ces requêtes, lancer la procédure judiciaire, mais je reviendrai la semaine prochaine avec de l'aide, des amis de la fac de droit qui croient qu'il faut faire ce qui est juste. » Il marqua une pause à la porte. « En attendant, fais attention. Les Dawson vont intensifier la pression. Ils tenteront tout pour t'évincer avant le tribunal. Je ne pars pas. Je sais. » Tommy sourit, et pendant un instant, il ressembla trait pour trait à son grand-père. C'est bien ce que grand-père disait que tu dirais. L'escalade commença le lendemain. Vera fut réveillée par le grondement des moteurs, de gros diesels, qui déchiraient le silence matinal. Elle se précipita à la fenêtre et aperçut 2 camions garés à la limite de sa propriété. Des hommes casqués en descendaient avec du matériel de topographie. Une seconde plus tard, encore en pyjama, elle fit irruption dans la rue et s'avança vers les camions avec une fureur qui la surprit elle-même. « C'est une propriété privée !» cria-t-elle. « Vous êtes en train d'y pénétrer sans autorisation !» Un homme d'âge mûr, à l'air autoritaire et au ventre bedonnant, leva les yeux de son bloc-notes avec un dédain à peine dissimulé. « Madame, nous sommes ici pour le compte de Dawson Holdings. Nous avons un permis pour effectuer un levé topographique préliminaire. »« Un permis de qui? Je n'ai rien autorisé du comté. » Il lui tendit un papier. « Évaluation d'impact environnemental, obligatoire pour les propriétés abandonnées depuis plus de 20 ans. » Vera s'empara du papier et le parcourut rapidement du regard. Il semblait officiel. Papier à en-tête du comté, tampon, signature, mais quelque chose clochait. « Il est daté d'hier ?» dit-elle. « Quelle coïncidence !»« Je ne fais qu'obéir aux ordres, madame. Maintenant, veuillez vous écarter. »« Non !» Le mot sortit d'un ton sec et catégorique, inflexible, sans la moindre objection. « Non, je ne m'écarterai pas. Non, vous ne prendrez pas mon terrain. Et non, je me fiche des papiers falsifiés par les Dawson. » Vera s'approcha du contremaître, si près qu'il dut reculer d'un pas. « Ce terrain m'appartient. »
Ma famille en est propriétaire depuis 4 générations, et aucune persécution administrative n'y changera rien. Le visage du contremaître se crispa. Madame, j'essaie d'être poli. Alors essayez d'être poli ailleurs. Un silence pesant s'installa. Les autres ouvriers interrompirent leur travail, observant la scène d'un air gêné. Soudain, Vera entendit un autre moteur, un moteur familier. Le pick-up de Vernon, cahotant sur la route et soulevant un nuage de poussière, s'arrêta net devant les camions de topographie, les bloquant. Vernon sortit lentement, d'un pas mesuré, et vint se placer près de Vera. « Bonjour, Franck, » dit-il au contremaître. « Y a-t-il un problème ?» L'expression de Franck passa de l'irritation à la lassitude. « Vernon, je ne m'attendais pas à te voir ici. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses auxquelles tu ne t'attendais pas. » Vernon croisa les bras. « Comme le fait que j'ai passé la journée à appeler, à parler au greffier du comté, au service des permis, même au shérif Davis, qui est un ami personnel. » Il laissa l'information faire son chemin. « Il s'avère que ce permis que tu brandis ne vaut rien. Le comté n'a jamais approuvé d'étude d'impact environnemental pour cette propriété. Quelqu'un a créé ce document sans autorisation. » Le visage de Franck s'empourpra, puis pâlit. « On m'a dit, je sais ce qu'on t'a dit, et je sais qui te l'a dit. » La voix de Vernon était aimable, mais elle trahissait une fermeté implacable. « Tu as le choix. Tu peux rassembler ton matériel et partir discrètement, et on fera comme si ce petit malentendu n'avait jamais existé. Ou tu peux rester ici et attendre l'arrivée du shérif Davis et de ses adjoints. À toi de choisir. » Le contremaître jeta un coup d'œil à son équipe, aux camions bloqués, aux 2 hommes qui se tenaient fermement devant lui. Quel que soit le salaire que Martin Dawson lui versait, il était clair qu'il ne justifiait pas ce genre d'ennui. « Chargez !» marmonna-t-il à ses hommes. « On a fini ici. » Vernon et Vera se tenaient côte à côte, observant les camions quitter la propriété et disparaître au détour de la route. « Merci, » dit Vera d'une voix douce. « Pas besoin de me remercier. » Vernon se tourna vers elle, le visage grave. « Mais ce n'était que le début. Ils vont continuer à attaquer Vera, sous différents angles, avec différentes tactiques. Ils vont essayer de vous épuiser, de vous intimider, de vous briser. » « Je sais. Avez-vous un plan ?» Vera regarda le champ envahi par la végétation, vers l'endroit où le puits attendait, oublié depuis des décennies. « Je découvrirai ce que mon père a découvert, » dit-elle. « Je percerai tous les secrets de cette terre, et je ferai en sorte que le monde entier sache ce que les Dawson ont fait. » Ce jour-là, elle trouva la plaque du puits. C'était exactement là où elle s'en souvenait, à une 50aine de mètres derrière le magasin, légèrement surélevé par une butte naturelle. Le béton était fissuré et usé par le temps, envahi par la mousse et le lichen, mais encore solide malgré les années. Son grand-père avait fait du bon travail. Vera avait dégagé la végétation autour du couvercle, révélant tout son périmètre, environ 1,20 m de diamètre, avec des poignées métalliques rouillées de chaque côté pour le soulever. Des symboles gravés dans le béton lui étaient inconnus. Ils pouvaient avoir été réalisés lors du coulage du couvercle ou ajoutés plus tard. Dans tous les cas, ils semblaient intentionnels. Elle essaya les poignées. Elles ne bougèrent pas. « Besoin d'aide ?» Vera se retourna. Une femme se tenait au bord de la zone dégagée. Une jeune femme d'une 20aine d'années, les cheveux noirs tirés en arrière en une queue de cheval pratique, les genoux couverts de terre, comme si elle avait elle-même creusé, s'approcha lentement. « Excusez-moi, » dit-elle en levant les mains. « Je ne voulais pas vous inquiéter. Je suis le docteur Sarah Chen, archéologue à l'université d'État. »« Archéologue ?» Tommy Dockery m'a appelé. Il m'a dit que vous aviez peut-être découvert quelque chose d'important sur votre propriété. » Sarah s'approcha lentement, les yeux rivés sur la plaque du puits avec un intérêt professionnel évident. Il avait raison. Elle s'accroupit près du couvercle, passant ses doigts sur les symboles gravés. « Ils sont anciens, » murmura-t-elle. « D'avant le contact, si je ne me trompe pas. »
Les peuples autochtones de cette région possédaient de riches traditions orales concernant les sites sacrés, des lieux où ils croyaient que la frontière entre les mondes était ténue, des puits spirituels, dit Vera, se souvenant des recherches de Tommy. Sarah leva les yeux, surprise. « Tu connais ça ? Je vais me renseigner. » Sarah se releva en s'époussetant les mains. « Écoutez, Madame Mitchell, Vera, je sais que cela peut paraître accablant. Vous avez des conflits fonciers, des procès et que sais-je encore. Mais ce qui se trouve sous ce couvercle pourrait être d'une importance capitale. Non seulement précieux, mais aussi important culturellement, historiquement et peut-être même scientifiquement. Que veux-tu dire par scientifiquement ? Sarah hésita. Il y a des histoires, dit-elle prudemment. Des histoires de chercheurs qui ont étudié ces endroits, de relevés anormaux, de dysfonctionnements d'équipements, de phénomènes qui défient notre compréhension actuelle de la physique, comme des téléphones qui sonnent sans être connectés. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent légèrement. Tommy a mentionné quelque chose à ce sujet. Je pensais qu'il exagérait. Il n'exagérait pas. Elles restèrent silencieuses un instant, fixant le couvercle du puits orné de symboles mystérieux. « Aidez-moi à l'ouvrir », finit par dire Vera. Il leur fallut à toutes les deux un pied de biche et 2 heures d'effort pour briser le sceau du couvercle. Au fil des décennies, le béton s'était fondu avec la pierre sous-jacente et les poignées métalliques étaient presque entièrement rouillées. Mais finalement, dans un long gémissement, comme un soupir, le couvercle céda. Vera s'attendait à l'obscurité. Elle s'attendait à l'odeur de moisi de l'eau stagnante, à l'haleine fétide d'un espace clos. Mais au lieu de cela, elle vit une lumière douce et dorée émanant des profondeurs, une lueur qui n'avait rien à faire dans un puits scellé depuis près de 70 ans. « Ce n'est pas possible !» souffla Sarah. Vera se pencha au-dessus de l'ouverture, plissant les yeux face à la lumière. Le puits faisait environ 5 mètres de profondeur, et son revêtement était constitué de pierres que son grand-père avait posées à la main. Au fond, au lieu d'eau, il y avait une chambre. Elle pouvait en apercevoir les contours, devinant un espace plus vaste s'ouvrant au-delà de l'étroit puits. Et quelque chose brillait dans cet espace. « Il faut qu'on y aille », dit Vera. « Il faut appeler quelqu'un, tout documenter correctement, monter une équipe. » Pas le temps. Vera cherchait déjà de quoi se servir de corde. La famille Dawson a essayé de faire un relevé topographique de ce terrain aujourd'hui. Ils recommenceront. Ils obtiendront un vrai mandat, une vraie procédure légale. Si on ne découvre pas ce qu'il y a là-dessous avant eux, ils prendront tout, conclut Sarah, comme s'ils essayaient de tout prendre. Elle marqua une pause, tiraillée entre l'éthique professionnelle et la réalité. « J'ai du matériel d'escalade dans ma voiture », dit-elle finalement. « Je l'emmène toujours sur le terrain. » Vera croisa son regard. « Merci. » « Ne me remercie pas si vite. On ne sait pas encore ce qu'on trouvera là-dessous. » Sarah installa un harnais et un système anti-chute qu'elle attacha à l'attelage de son camion. L'échelle de corde était neuve et robuste, conçue pour supporter un poids bien supérieur à celui de Vera. Pourtant, son cœur battait la chamade tandis qu'elle descendait le puits rocheux, la lueur dorée s'intensifiant à chaque pas. Les parois étaient humides, mais pas mouillées. Il n'y avait pas d'eau au fond, seulement de la pierre lisse, polie par des siècles de passage avant même que le puits ne soit creusé. Ce n'était pas un puits. Elle le comprit à présent. C'était une entrée. Ses pieds touchèrent le fond. Elle se détacha de la corde et se retourna lentement pour regarder autour d'elle. La chambre était presque circulaire, d'une 20aine de mètres de diamètre, avec un plafond voûté qui s'élevait au-dessus d'elle, telle une cathédrale naturelle. Les murs étaient couverts de peintures anciennes, décolorées, mais encore visibles. Des figures à l'ocre et au fusain représentaient des scènes qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Des gens étaient rassemblés autour d'un point central, une lumière émanant de la terre, les mains levées en signe d'admiration ou de supplication. Et au centre de la chambre, sur un piédestal de pierre naturelle, se trouvait la source de cette lueur. C'était un cristal,
ou quelque chose qui y ressemblait, de la taille d'une tête humaine, facetté comme s'il défiait les lois de la géométrie, pulsant de cette douce lumière dorée qui l'avait attiré jusqu'ici. Vera s'approcha lentement, le souffle coupé. À mesure qu'elle se rapprochait, elle commença à entendre quelque chose. Des voix, d'abord à peine audibles, comme des chuchotements venant d'une autre pièce, puis de plus en plus distinctes. Elle en reconnut quelques-unes. Sa mère, son père, sa grand-mère, décédée quand Vera avait 12 ans. Et sous ces voix familières, des voix plus anciennes, des voix dans des langues qui lui étaient inconnues, semblant émaner de la pierre elle-même. « Téléphone » murmura Vera, la compréhension commençant à poindre. « Voilà comment fonctionne un téléphone. Voilà ce que mon père a trouvé. » Elle tendit la main vers le cristal. « Vera, attends !» La voix de Sarah résonna au-dessus d'elle. Mais les doigts de Vera avaient déjà touché la surface. Le monde devint blanc. Elle se trouvait dans un magasin, l'épicerie du village des Mitchell. Mais il n'était pas détruit. Il était vivant, vibrant, exactement comme dans ses souvenirs d'enfance. Les bonbonnières étaient pleines. Le réfrigérateur bourdonnait d'électricité. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres transparentes et son père se tenait derrière le comptoir, exactement comme la dernière fois qu'elle l'avait vu, en pleine forme. « Vera, dit-il en souriant, c'est toi qui as trouvé ça, papa ?» Sa voix trembla. « C'était moi ? Tu n'es pas morte, ma chérie. Tu es juste de passage. » Il contourna le comptoir et prit ses mains. Sa poigne était chaleureuse, forte, authentique. Le cristal relie tous les temps, tous les lieux, tous ceux qui ont vécu sur cette terre. Il est là depuis la nuit des temps. Les premiers colons le connaissaient. Ils l'ont protégé, ils l'ont gardé secret. Mais tu l'as trouvé par hasard. Il secoua la tête. Je creusais pour des poteaux de clôture et je suis tombé dans une chambre. Dès que j'ai touché le cristal, j'ai tout compris. J'ai tout compris. La valeur de cette terre. Ce que les Dawson seraient prêts à faire pour l'obtenir. Qu'est-ce qui va t'arriver ? Les larmes coulaient sur le visage de Vera. Si tu le savais, pourquoi ne l'as-tu pas empêché ? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ? J'ai essayé, ma chérie. J'ai tout fait pour y mettre fin. Sa voix se brisa. Mais le cristal ne change rien au cours des événements. Il ne fait que révéler ce qui est, ce qui a été, ce qui peut être. J'ai vu ta souffrance et je n'ai rien pu y faire. Tout ce que j'ai pu faire, c'est te donner les moyens d'obtenir justice une fois que ce sera terminé. Des lettres, des communications téléphoniques. Le téléphone est lié au cristal. Quiconque l'a touché peut l'utiliser pour communiquer par-delà la frontière. C'est comme ça que ta mère t'a contacté. C'est comme ça qu'Earl Dawson t'a averti. Earl Dawson ? Les mains de Vera se crispèrent sur celles de son père. Il a dit qu'il était désolé. Il l'est vraiment. La mort n'efface pas la culpabilité. Elle la révèle. Earl était plongé dans le deuil depuis 6 ans, voyant son fils reproduire ses erreurs. Le visage du père se fit grave. « C'est pourquoi tu dois être prudente, Vera. Le cristal révèle la vérité. Il relie les âmes, mais il attire aussi ceux qui veulent abuser de son pouvoir. » Les Dawson. Earl ignorait tout de ce qui se cachait ici. Il savait seulement que l'or avait de la valeur. Mais Martin a fait des recherches. Il a trouvé des documents, des récits, des indices sur ce qui rend cette terre si spéciale. S'il met la main sur le cristal... Le monde commença à s'estomper. La façade lumineuse du magasin s'assombrit sur les bords. « Attends !» supplia Vera, désespérée. « Ne pars pas, j'ai tellement de questions. » Le cristal ne peut te retenir que quelques minutes. Au-delà, tu seras perdu entre les mondes. Son père la serra dans ses bras et elle sanglota contre sa poitrine comme une enfant. « Je suis si fier de toi, ma chérie. Tu as survécu. Tu es restée bonne. Tu n'as jamais baissé les bras. Tu m'as tellement manqué. Je sais. J'ai tout vu. J'ai toujours tout vu. » Il se recula, prenant son visage entre ses mains. « Maintenant, retourne-y. Trouve les documents dans la cellule. Il y a un coffre en pierre dans la grotte Est.
Il contient tout ce qu'il te faut pour prouver ce que les Dawson ont fait. Ensuite, scelle le puits, protège le cristal, ne laisse personne en abuser. Comment puis-je le protéger de Martin ? Son père sourit tristement. En faisant comme les Mitchell l'ont toujours fait, en restant fidèle à tes convictions, en disant la vérité, en étant plus courageuse que tes ennemis. La lumière déclina plus vite. Le visage de son père devint transparent. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, Vera. Je t'ai toujours aimé. » Ce sera toujours le cas. Puis elle retomba dans son corps, haletante, la main toujours posée sur le cristal, tandis que la lueur dorée pulsait une fois, 2 fois, avant de retrouver son rythme régulier. Vera trouva le coffret de pierre exactement là où son père l'avait indiqué. La grotte orientale était petite, à peine assez grande pour qu'elle puisse s'asseoir, dissimulée derrière un rideau de pierre naturelle qui paraissait solide jusqu'à ce qu'on sache où appuyer. Le coffret lui-même était ancien, taillé dans la même pierre que les parois de la chambre, scellé par un couvercle qui n'avait pas été ouvert depuis des décennies. À l'intérieur se trouvaient des documents, non pas anciens, mais relativement récents, des papiers que son père y avait déposés quelques mois avant sa mort, parfaitement conservés dans l'air frais et sec de la chambre souterraine. Des relevés bancaires attestant de dépôts sur les comptes d'Earl Dawson, correspondant exactement au montant que Vera aurait détourné. Des dépositions certifiées d'employés de Dawson Holdings ayant surpris une conversation entre Earl et Vera au sujet du problème Mitchell et de sa résolution. Des copies de documents falsifiés, annotés de la main de son père, expliquant comment il les avait obtenus et ce qu'ils prouvaient. Et tout au fond, une lettre adressée à la personne qui les trouverait. « Si vous lisez ceci, c'est que ma fille a fait ce dont j'ai toujours su qu'elle était capable. Elle a survécu. Elle est rentrée. Elle a découvert la vérité. Tout dans cette boîte prouve qu'Earl Dawson a piégé Vera pour détournement de fonds. Il a soudoyé des témoins, falsifié des documents et corrompu des fonctionnaires. Il a agi ainsi parce que je refusais de lui vendre ce terrain. Et il savait qu'avec ma mort et Vera en prison, il pourrait finir par la lui prendre. Je n'ai rien pu faire pour empêcher ce qui est arrivé à ma fille. Crystal m'a montré sa souffrance et j'ai dû assister impuissante à son calvaire, sachant que toute intervention ne ferait qu'empirer les choses. Mais je pouvais me préparer, je pouvais rassembler des preuves, je pouvais lui laisser les armes dont elle aurait besoin pour se défendre le moment venu. Utilisez ces documents avec sagesse. Les Dawson sont forts, mais ils ne sont pas vulnérables. La vérité a un poids, et même les murs les plus solides finissent par s'effondrer sous son poids. Henry Mitchell, 1er avril 1994. Vera serra la lettre contre sa poitrine et pleura. Sarah l'aida à se libérer de ses émotions. L'archéologue était pâle et bouleversé. Elle vit Vera toucher le cristal, la vit se figer et rester immobile pendant près de 10 minutes. Vit la lueur s'intensifier, puis s'estomper. « Que s'est-il passé là-dedans » demanda Sarah tandis qu'elle refermait le couvercle du puits. « J'ai vu mon père. » La voix de Vera était désormais posée, calme, comme elle ne l'avait pas été depuis son retour. Il m'a dit où trouver ce dont j'avais besoin. Sarah ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau. « Ce n'est pas... c'est scientifiquement impossible. » « Non, ce n'est pas impossible. » Vera regarda le puits scellé, les symboles anciens gravés dans le béton. Mais c'est arrivé. Elles portèrent le coffret de pierre dans la boutique alors que le soleil commençait à se coucher. Sarah photographia chaque document, créant des copies numériques qu'elle téléchargea sur 3 serveurs cloud différents. Quoi qu'il arrive, les preuves subsisteront. « Il faut que j'appelle Tommy, » dit Vera. « Il doit voir ça. »« Je reste dormir, » proposa Sarah, au cas où les Dawson feraient quelque chose. Vera secoua la tête. « Tu en as fait assez, plus qu'assez. Mais je dois m'occuper de la suite. »« Tu es sûr ?» Vera jeta un coup d'œil au magasin qu'elle était en train de remettre en état. Le comptoir propre, les étagères réapprovisionnées, le téléphone mural qui la reliait à ceux qui étaient passés de l'autre côté.
« J'ai vécu seule pendant 30 ans, dit-elle. Je sais comment gérer ça. » Tommy arriva à l'aube, après avoir conduit toute la nuit suite à l'appel de Vera. Il étala les documents sur le comptoir, son esprit d'avocat les cataloguant et les organisant, son expression se faisant plus sombre à chaque page lue. « Voilà, dit-il enfin, c'est tout ce qu'il nous faut. Relevé bancaire, déposition de témoins, preuve de faux. Vera, cela ne prouve pas seulement votre innocence, cela prouve la conspiration, la fraude, l'obstruction à la justice, voire même la complicité de meurtre. Si nous pouvons établir un lien entre Earl et la maladie de votre père, que faisons-nous? Nous saisirons le procureur général de l'État, pas le procureur local. Les Dawson ont trop d'influence ici. Nous contournerons tout le monde et irons directement au sommet. » Tommy commença à rassembler soigneusement les documents. « J'ai un contact au bureau du procureur général, une camarade de fac de droit. Elle cherche une affaire comme celle-ci, quelque chose qui révèle la corruption systémique au sein du système judiciaire des petites villes. Combien de temps faudra-t-il pour vous disculper? Quelques mois, peut-être, pour mettre Martin Dawson en prison. » Tommy avait l'air sévère. Ça dépend de ce qu'il savait des agissements de son père. S'il a participé à la dissimulation, s'il a activement œuvré pour vous empêcher de découvrir la vérité. C'était le cas, dit Vera. Elle lui parla du permis de levée topographique falsifié, des menaces proférées par Martin, de la campagne systématique menée pour l'expulser de ses terres. Tommy acquiesça lentement. Alors, on s'occupera de lui aussi. Les 3 semaines suivantes passèrent à toute vitesse, dans un tourbillon de réunions, de dépositions et de paperasses juridiques. Le contact de Tommy au bureau du procureur général s'est avéré être une procureure redoutable, nommée Angela Morris, qui, après avoir examiné les preuves, a déclaré qu'il s'agissait du cas de complot le plus flagrant qu'elle ait vu en 15 ans. Elle a chargé une équipe d'enquêteurs d'approfondir l'affaire, et ce qu'ils ont découvert était pire que tout ce que Vera aurait pu imaginer. Earl Dawson ne l'avait pas simplement piégé pour détournement de fonds. Il avait orchestré une campagne de corruption qui avait duré des années et qui touchait toutes les institutions du comté. Des juges qui acceptaient des cadeaux en échange de décisions favorables, des policiers qui fermaient les yeux sur les crimes commis par les employés des Dawson, des fonctionnaires du comté qui approuvaient des permis et des contrats en échange de pots de vin. Et Martin Dawson, loin d'ignorer les crimes de son père, les perpétua activement. Le permis d'arpentage falsifié n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il versa les mêmes pots de vin, entretint les mêmes relations corrompues et employa les mêmes tactiques pour éliminer quiconque menaçait l'empire familial. L'effet domino commença à se faire sentir. D'abord, le shérif Davis, un ami personnel de Vernon, fut arrêté pour corruption. Puis, ce fut le tour du greffier du comté, qui avait étouffé l'affaire de la déclaration sous serment de Douglas Pratt pendant 25 ans. Ensuite, ce fut au tour de 3 commissaires de comté, de 2 dirigeants de banque et du juge qui avait présidé le procès initial de Vera. Et finalement, par un froid matin de novembre, Martin Dawson lui-même fut appréhendé. Vera observa depuis la vitrine du magasin les voitures de la police d'État s'approcher de la propriété des Dawson, de l'autre côté de la vallée. Elle n'assista pas à l'arrestation elle-même, la distance était trop grande, mais elle pouvait l'imaginer. L'incrédulité sur le visage de Martin, le clic des menottes. L'instant où il comprit que tout son argent, tout son pouvoir, toutes ses relations ne pourraient le sauver des conséquences de ses actes et de ceux de son père. Elle ne ressentit pas de satisfaction. C'était quelque chose de plus discret, presque un soulagement. Sa condamnation fut officiellement annulée le 15 décembre. La salle d'audience était comble. Journalistes, habitants, observateurs juridiques étaient venus assister à ce que les journaux qualifiaient de plus importante erreur judiciaire de l'histoire de l'État. Vera était assise à la table de la défense, Tommy à ses côtés. Vêtue des vêtements que Laia l'avait aidé à choisir, elle avait l'air d'une citoyenne respectable plutôt que d'une ancienne détenue. Le juge Harrison, nouvellement nommé spécialement pour cette affaire, car tous les juges locaux avaient été impliqués dans l'enquête pour corruption, lut le jugement d'une voix solennelle.
Sur la base de preuves accablantes de malversation de la part du procureur, de subornation de témoins et de conduite frauduleuse, ce tribunal conclut que Vera Mitchell a été condamnée à tort pour détournement de fonds en 1994. Sa condamnation est donc annulée. Son casier judiciaire est effacé et tous ses droits et privilèges de citoyenne lui sont restitués. La salle d'audience explosa de joie. Les flashs crépitaient, les journalistes criaient des questions. Mais Vera n'entendait presque rien. Elle regarda vers le fond de la salle. Vernon était assis là, les larmes ruisselant sur son visage buriné. Laïa était là, un mouchoir pressé contre sa bouche, et Sarah Chen, le pouce levé, conservait son calme d'archéologue professionnel. Dans un coin, visible seulement pour elle, elle aperçut ses parents, son père en tenue de travail, sa mère dans la robe bleue qu'elle portait à l'église tous les dimanches. Ils souriaient, main dans la main, regardant leur fille enfin obtenir justice après 30 ans d'attente. Puis ils disparurent comme la brume matinale au soleil, et Vera sut qu'ils avaient trouvé la paix. L'État lui avait offert une compensation pour sa détention injustifiée. 3 200 000 $ pour 30 années de sa vie. Environ 100 000 $ par an, calculèrent les avocats, comme si le temps pouvait se mesurer avec une telle précision. Vera accepta l'argent, non pas parce que cela arrangerait les choses, rien ne le pouvait, mais par pragmatisme. Elle avait 64 ans et beaucoup de reconstruction à faire. Elle ne toucha pas alors. Tommy et Sarah tentèrent tous deux de la convaincre de déposer une demande de concession minière, d'extraire la richesse qui avait causé tant de souffrances, mais Vera refusa. « C'est cet or qui a tué mon père, » dit-elle. « Il m'a envoyé en prison. Il a transformé les Dawson en monstres. Je ne le laisserai plus empoisonner personne. Mais il pourrait valoir des millions. Je n'ai pas besoin de millions. J'ai besoin de paix. » Cette fois, elle scella correctement le puits avec du béton armé et y planta un jardin, des légumes et des fleurs, des choses qui poussaient, s'épanouissaient et nourrissaient les gens, des choses qui donnaient la vie plutôt que de la prendre. Le cristal demeurait en dessous, brillant doucement dans sa chambre, relié au téléphone toujours accroché au mur de la boutique. Vera ignorait ce que c'était et comment il fonctionnait. Certaines questions restaient sans réponse, mais elle savait qu'il était en sécurité et qu'il le resterait tant que Mitchell vivrait. Le printemps arriva lentement à Millbrook, comme toujours. Vera se tenait sur le porche de la boutique rénovée, contemplant le soleil se lever sur les montagnes. Le bâtiment derrière elle était méconnaissable par rapport aux ruines qu'elle avait retrouvées 6 mois auparavant. Peinture fraîche, rouge, comme sa mère l'avait toujours souhaité. Nouvelles fenêtres, scintillant sous la lumière du matin, une enseigne dont son père aurait été fier, sculptée à la main par Vernon lui-même. Épicerie de campagne Mitchell, 1952. Elle n'avait pas prévu de tenir une station-service. Les vieilles pompes avaient disparu, emportées à la ferraille, remplacées par un petit jardin où les clients pouvaient acheter des légumes frais de saison. Au lieu de cela, le magasin vendait ce qu'il avait toujours vraiment vendu: du lien social, du café et des conversations, du miel local et des confitures maison, tout ce qui distinguait le petit commerce du profit, et tout ce qui concernait l'entraide entre voisins. La clochette au-dessus de la porte tinta, et Laïa apparut avec 2 tasses fumantes. « Tu es en avance ?» dit Vera en acceptant le café avec reconnaissance. Je n'arrivais pas à dormir. Laïa s'assit dans le fauteuil à bascule à côté d'elle. Un nouvel achat, financé en partie par l'indemnisation. Je n'arrête pas de penser à quel point tout est différent maintenant. C'est bien ou mal? Juste différent. Laïa sirota son café, contemplant le même paysage que Vera. Pendant 30 ans, cette famille a contrôlé cette ville. Pendant 30 ans, personne n'osait s'exprimer. Et maintenant, ils sont partis. Martin Dawson avait été reconnu coupable de 12 chefs d'accusation de fraude, de complot et d'entrave à la justice. Il purgeait une peine de 15 ans dans la même prison d'État où Vera avait passé 30 ans.
L'ironie de la situation n'échappait à personne. Le domaine des Dawson avait été confisqué, leurs avoirs gelés, leur empire démantelé pièce par pièce. Une partie de l'argent serait versée à Vera à titre de dédommagement supplémentaire. Certains allaient à d'autres victimes. L'enquête avait révélé des personnes qui avaient tout perdu. Commerce, maison, voire des membres de leur famille à cause de la cupidité des Dawson. Le reste disparaissait dans les méandres de la bureaucratie, alimentant les budgets déjà bien maigres. Vera s'en fichait, elle avait ce qu'il lui fallait. « Vernon sera là plus tard, » dit Laïa. « Il veut t'aider à planter ces tomates dont tu as parlé. »« Il n'est pas obligé. » Sa nièce essaie donc de lui dire ça. Laïa sourit. Cet homme a attendu 30 ans pour réparer ses erreurs. Laisse-le planter ses tomates. Vera hocha lentement la tête. Elle apprenait encore à accepter de l'aide, à laisser les gens entrer dans sa vie après une si longue solitude. Ce n'était pas naturel pour elle, mais elle a essayé. « Sarah a appelé hier, » dit Laïa. Elle a dit que l'université voulait faire un relevé topographique, une fouille archéologique, une documentation historique, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu lui as répondu ? J'ai dit que j'y réfléchirais. Vera posa sa tasse de café. L'appareil photo, qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Je ne veux pas que ça devienne un projet de recherche. Les gens vont fouiller partout, essayer d'expliquer quelque chose qui ne veut pas être expliqué. Alors ne les laisse pas faire. Mais l'histoire est importante. Les peuples autochtones qui vivaient ici en premier, ce qu'ils savaient de ce lieu, méritent d'être préservés. Il y a peut-être un juste milieu, suggéra Laïa. Laissons-la documenter les peintures, les objets. Ne touchons pas au cristal. Vera réfléchit à cette idée. Les peintures murales des cellules racontaient une histoire. L'histoire de gens qui comprenaient que certains lieux étaient sacrés, que certains pouvoirs étaient faits pour protéger, non pour exploiter. C'était une histoire qui méritait d'être racontée, même si les secrets les plus profonds restaient enfouis. « Peut-être, » dit-elle, « je lui en parlerai. » Le téléphone sonna ce soir-là. Vera était seule dans le magasin, terminant l'inventaire après une journée tranquille avec les clients. La sonnerie lui fit sursauter. Cela avait toujours été le cas, mais elle y était désormais habituée. Le téléphone sonnait quand il le voulait, relié au cristal en dessous qui portait les voix d'au-delà de la frontière entre les mondes. Elle décrocha. « Allô ?» Grésillement. Puis, à sa grande surprise, non pas une voix familière, mais une voix inconnue, celle d'une jeune femme parlant une langue que Vera ne reconnaissait pas. Puis la voix changea, devint compréhensible, comme si le cristal lui-même traduisait. « Tu es gardienne maintenant, » dit la voix, « celle qui garde la porte. Qui est-ce ? L'une de celles qui nous ont précédées ? Nous t'avons observé, Vera Mitchell. Nous avons vu ta souffrance, ta force, ton choix de protéger plutôt que d'exploiter. » Vera s'affaissa sur une chaise derrière le comptoir, le combiné collé à l'oreille. « Que me voulez-vous ? Rien que tu n'aies déjà donné. Tu as scellé le puits, tu as gardé le secret, tu as honoré les anciennes traditions sans même les connaître. Je voulais simplement protéger la terre de ma famille. Oui, c'est pour cela que tu as été choisi, non pas pour ta force ou ton ambition, mais pour ton amour, ta loyauté, ta volonté de tout sacrifier pour ce qui compte. » Les grésillements s'intensifièrent, et pendant un instant, Vera entendit d'autres voix, des dizaines, peut-être des centaines, parlant des langues millénaires. Tous les gardiens qui l'avaient précédé, tous ceux qui avaient protégé ce lieu pendant des siècles. « La porte va maintenant dormir, » poursuivit la voix. « Ils ont accompli leur mission. Ils t'ont reconnecté à ton passé, révélé la vérité, rendu justice à ceux qui la méritaient. Pourrais-je encore parler à mes parents ? » La voix de Vera trembla. Un silence. Quand la voix reprit, elle était douce. « Les morts ne meurent jamais vraiment, Vera. Ils vivent dans tes souvenirs, dans tes choix, dans ce que tu es devenu grâce à leur amour. Tu n'as pas besoin d'un cristal pour les garder près de toi. Mais le téléphone,
Le téléphone sonnera quand il le faudra. Quand quelqu'un aura quelque chose d'important à dire, ce sera rare désormais. Le travail urgent est terminé. Vera ferma les yeux, sentant le poids du combiné dans sa main. « Merci pour tout », murmura-t-elle. « Remercie-toi toi-même. Tu as fait le plus dur. On vient juste d'ouvrir la porte. » La communication fut coupée. Vera resta longtemps assise en silence, le téléphone à la main, laissant le calme l'envahir comme une douce caresse. L'été amena les clients. Des rumeurs circulèrent au sujet de l'épicerie Mitchell. Pas toute l'histoire, bien sûr, mais suffisamment. Des gens venaient des villes voisines, intrigués par cette femme injustement condamnée à 30 ans de prison et revenue pour restaurer l'héritage familial. Ils venaient chercher des légumes frais et du miel local, un café et une conversation, pour avoir la chance de participer à quelque chose qui leur semblait une forme de rédemption. Vera apprit leurs noms, leurs histoires, leurs épreuves et leurs joies. Elle devint ce que sa mère et son père avaient été, un pilier de la communauté, un lieu où chacun savait qu'il serait le bienvenu. Elle embaucha une jeune femme nommée Maria pour l'aider les jours de forte affluence. Mère célibataire en difficulté pour trouver du travail, Maria rappelait à Vera sa propre jeunesse. Habile de ses mains et vive d'esprit, elle ne s'étonnait pas du téléphone accroché au mur qui sonnait parfois sans réponse. Vernon passait presque tous les matins, s'asseyait sur la véranda avec un café et regardait les voitures passer. Sa santé déclinait. Tout le monde le voyait, mais il refusait de ralentir. « Je me reposerai quand je mourrai », disait-il chaque fois qu'on lui suggérait de faire une pause. « J'ai trop d'années d'oisiveté à rattraper. » Laïa apportait toujours à manger, comme si nourrir Vera pouvait compenser tous les repas manqués, tous les plaisirs simples dont elle avait été privée. Vera l'acceptait, comprenant que pour Laïa, donner était aussi important que recevoir. Sarah venait une fois par mois, documentant les images de la chambre par des photographies méticuleuses et des notes détaillées. Elle acceptait les conditions de Vera. Le cristal demeurait un mystère. Les mystères les plus profonds restaient inexplorés, mais la mémoire historique était préservée. L'histoire des peuples autochtones qui, les premiers, reconnurent ce lieu comme sacré. « Tu sais, » dit Sarah un après-midi en rangeant son matériel après une séance de documentation, « j'ai étudié des sites sacrés partout dans le monde, des lieux auxquels différentes cultures attribuaient des pouvoirs spéciaux. Et c'est le seul endroit où j'ai vraiment ressenti quelque chose. » Sarah secoua la tête, encore perplexe. « Je suis scientifique, je ne devrais pas croire à ce que je ne peux pas mesurer, mais il y a des choses dans cette chambre qui dépassent toute mesure, » dit Vera. Sarah sourit. « C'est ce que disait ma grand-mère. Elle venait d'un village en Chine où il y avait un endroit, une grotte, que les gens disaient relié au monde des esprits. Relié ? Avant, je pensais que non. » Mais maintenant, Sarah haussa les épaules. Maintenant, je pense que je n'étais peut-être tout simplement pas prête à comprendre. Le premier anniversaire du retour de Vera tomba un jour d'octobre si beau qu'il semblait un cadeau. Elle se leva tôt, comme toujours, et alla dans le jardin qui recouvrait le puits scellé. Les tomates avaient disparu depuis longtemps, mais les courges d'automne poussaient bien, et les chrysanthèmes qu'elle avait plantés en bordure resplendissaient de couleurs éclatantes. Agenouillée dans la terre, elle arrachait les mauvaises herbes, sentant la fraîcheur du sol sous ses doigts. « 1 an, » murmura-t-elle, « 1 an depuis mon retour. » Elle ne s'attendait pas à une réponse et n'en reçut aucune. Le téléphone n'avait pas sonné depuis des mois et elle s'y résigna. « Travail urgent terminé, » dit la voix. « Il faut bien que les vivants vivent. » Mais, agenouillée, les mains dans la terre, elle sentit quelque chose qui ressemblait à une présence, une chaleur dans le dos, comme si quelqu'un se tenait près d'elle. Le léger parfum de sa mère, le tabac à pipe de son père. « Je vais bien, » murmura-t-elle dans le vide. « Je vais enfin bien. » La présence avait disparu, si tant est qu'elle ait jamais existé. Vera se leva, épousseta la terre de ses genoux et contempla la terre qui appartenait à sa famille depuis 4 générations. Les montagnes se dressaient au loin, parées des couleurs de l'automne. La route serpentait devant le magasin, emportant les voyageurs vers leur destination.
Le soleil réchauffait son visage, et quelque part dans les arbres, les oiseaux chantaient. Elle repensa à tout ce qu'elle avait perdu. 30 ans de sa vie, ses parents, sa jeunesse, l'avenir qu'elle avait imaginé, les enfants qu'elle n'avait jamais eus, les joies simples qui lui avaient été volées. Mais elle pensa aussi à ce qu'elle avait gagné, la vérité, la justice, un foyer qui était vraiment le sien. Des amis qui l'avaient soutenu même au prix de leur sacrifice. La certitude d'être aimée, toujours aimée par ceux qui, ayant franchi le voile, ne l'avaient pas oublié. Et elle repensa à sa décision de protéger, non d'exploiter, de restaurer, non de se venger. De faire pousser un jardin sur un trésor enfoui, car certains trésors valent plus que l'argent. Elle retourna au magasin où Maria ouvrait ses portes, où Vernon s'installait dans son fauteuil à bascule avec sa première tasse de café, où le téléphone restait accroché au mur, silencieux, attendant d'être de nouveau sollicité. « Belle matinée !» dit Vernon tandis qu'elle montait les marches du perron. « C'est vrai ?» approuva Vérin. « Tu as l'air heureuse. » Elle réfléchit au mot « heureuse ». Il ne convenait pas. Son histoire était trop marquée par la douleur pour un simple bonheur. Mais il y avait autre chose, quelque chose de plus profond et de plus durable. « Je me reconnais enfin, » dit-elle enfin. « Pour la première fois en 30 ans, je me reconnais. » Vernon acquiesça, comme si cela allait de soi. « C'est mieux que d'être heureux, » dit-il. « Le bonheur est éphémère. Être soi-même, voilà ce qui dure. » La clochette au-dessus de la porte tinta à l'arrivée du premier client de la journée. Véra ajusta son tablier, afficha son sourire accueillant et alla voir ce dont ils avaient besoin. Dehors, le soleil continuait de monter, parant le monde de 1000 nuances.